Hélène Bailey était une auteure à succès, mais malheureusement sa vie va virer au cauchemar lorsqu'en 2011 son mari va décéder par noyade. Par l'intermédiaire de son blog, elle va finir par retrouver l'amour, mais encore une fois, les choses tourneront au cauchemar en 2016. Cette année-là, elle va disparaître mystérieusement en laissant derrière elle un simple mot. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Hélène Bailey, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une affaire anglaise qui est assez dingue. On parle quand même d'une personnalité publique qui avait quand même un petit succès à l'époque et qui a disparu mystérieusement. Vous allez voir, son histoire est dingue et surtout, elle est vraiment triste. Mais il y a pas mal de rebondissements. Surtout à la fin de cette histoire, vous allez voir, on va en apprendre toujours plus. J'ai l'impression que cette histoire ne finit jamais parce qu'à chaque fois, on en apprend encore et encore plus. Bon, pour le moment, ça paraît peut-être assez vague ce que je vous dis, mais vraiment, c'est une grosse histoire et je pense sincèrement qu'elle va vous intéresser énormément parce que moi, quand je l'ai écrite, elle m'a vraiment tenue en haleine jusqu'à la fin. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci à ceux qui sont abonnés, merci à ceux qui le feront, ça m'aide beaucoup. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans cette triste histoire. Hélène Elizabeth Bailey est née le 22 août 1964 au Royaume-Uni, dans le comté de Northumberland et plus précisément dans le village de Ponteland. Il faut savoir que dès son enfance, Hélène a été passionnée par l'écriture. Elle avait toujours son petit journal avec elle et elle écrivait des pages et des pages en continu tous les jours. Même ses professeurs savaient qu'elle serait une future auteure tellement elle adorait écrire. Par contre, ça peut paraître étonnant, mais malgré ça, Hélène n'aimait pas énormément aller à l'école. D'ailleurs, quand elle a obtenu son diplôme, elle était très heureuse d'en avoir terminé avec le lycée. Pour vous dire, elle écrira même plus tard: « J'ai quitté l'école avec seulement un amour des animaux et des résultats d'examen spectaculairement désastreux. » Mais bon, même si elle n'aimait pas l'école en soi, elle aimait lire, écrire et elle aimait même étudier. C'est pour ça qu'elle a décidé de se lancer dans des études universitaires et elle est alors partie étudier à l'école polytechnique de la Tamise qui est située à Londres. Elle y a alors obtenu un premier diplôme et puis elle a voulu se spécialiser afin de devenir médecin légiste. Mais bon, même si c'était des études qui la passionnaient quand même pas mal, petit à petit, elle a commencé à se dire qu'elle ne se voyait pas en train de faire de grandes études, en train de travailler en tant que médecin et donc elle a arrêté son parcours universitaire et elle a commencé à travailler dans le monde des médias. Suite à ça, en 1987, Hélène était âgée de 23 ans et elle a réussi à être embauchée au sein de la société Patrick Sinfield Limited, qui est en fait une société censée représenter plusieurs grandes marques ou même des franchises internationales. C'était vraiment un très beau travail, un très beau poste et à partir de là, elle a commencé à travailler pour des très grandes campagnes marketing. Par exemple, elle a travaillé sur la franchise Garfield, mais aussi celle des Razmoket et également de Nintendo. Au début des années 90, Hélène travaillait donc toujours au sein de cette même entreprise et elle-même a commencé à nouer des liens assez importants avec le chef qui s'appelait donc John Sinfield. Ils se sont fréquentés un petit moment et puis ils ont fini par former un couple. Au final, en 1996, lorsqu'Hélène avait 32 ans, les deux se sont mariés. Au même moment, Hélène a commencé sa carrière d'auteur en écrivant une série de livres destinés aux adolescents. Le premier livre qu'elle a écrit s'appelait Life at the Shallow End et c'était en fait le premier livre de toute une série qui racontait l'histoire d'une jeune femme qui s'appelait Electra Brown. Son livre a finalement été publié en 2008 et ça a vraiment été un énorme succès. En fait, ce qui était assez chouette dans ces histoires, c'est qu'elle s'inspirait directement de ses propres anecdotes et des choses qu'elle avait vécues à l'école lorsqu'elle était adolescente. Elle retranscrivait très bien l'angoisse et les problèmes auxquels pouvaient être confrontées des jeunes filles de 13 à 16 ans et c'est grâce à ça que ses lecteurs arrivaient vraiment bien à s'identifier. En 2009, un an après la sortie de son premier livre, Hélène a alors intégré la liste des écrivains de livres pour ados les plus lus. De plus, en 2010, elle a été présélectionnée pour le prix Queen of Teen. Donc là encore, c'était un prix qui récompensait les romancières pour ados.
Elle a sorti quand même pas mal de livres en très peu de temps et grâce à ça, eh bien, elle est devenue millionnaire. Pendant ces quelques années, Hélène a vraiment eu une vie extraordinaire. Elle se sentait vraiment heureuse, autant dans sa vie professionnelle que dans son couple, et en soi, eh bien, tout lui réussissait. Mais bon, malheureusement, toute cette vie merveilleuse va s'effondrer en février 2011. À ce moment-là, Hélène et John, son mari, étaient partis en vacances à la Barbade, une île située dans la mer des Caraïbes. Leurs vacances se passaient très bien et un matin, John a décidé d'aller nager dans la mer pour bien commencer la journée. Hélène, de son côté, était allongée sur la plage au soleil, mais à un moment donné, elle a commencé à entendre des cris. Très vite, elle s'est alors rendue compte que ces cris étaient les cris de son mari, de John, et il était en train de demander de l'aide. En fait, il avait nagé un petit peu trop loin et il était pris dans le courant et il n'arrivait plus à regagner la plage. Être pris dans le courant, c'est vraiment horrible parce que tu essayes de nager encore et encore, mais les vagues sont plus fortes que toi et t'as beau tout donner, eh bien t'arrives pas à avancer et pire encore, tu recules. Donc là, en voyant ça, Hélène savait pas quoi faire, y aller c'était trop dangereux évidemment, donc elle a couru chercher les secours. Mais bon, malheureusement, eh bien John s'est noyé avant que les secouristes n'arrivent à l'atteindre et il a ensuite été déclaré mort. C'est là que la vie merveilleuse d'Hélène va devenir un horrible cauchemar. Après 22 ans de mariage, elle se retrouvait à présent veuve et était complètement dévastée. Suite à ça, Hélène a arrêté sa carrière d'autrice de livres pour ados et à la place, elle a alors lancé un blog qui s'appelait Planet Grief et elle s'est alors mise à y écrire presque chaque jour et elle y partageait sa propre expérience face à la mort. Mais aussi, elle voulait que ce blog devienne une vraie zone d'entraide pour les personnes qui faisaient face au deuil. Vraiment, elle n'avait pas envie de rester dans son coin à écrire, elle voulait pouvoir échanger avec des gens et donc sur son blog, elle tendait vraiment la main aux personnes qui, comme elle, étaient en plein deuil et qui avaient besoin de parler. Elle disait « Venez me parler, écrivez-moi, racontez-moi vos histoires ». Elle voulait vraiment échanger avec les gens. À ce moment-là, vraiment, beaucoup de personnes la lisaient et elle faisait vraiment preuve d'une telle honnêteté et d'authenticité que chacun de ses lecteurs était profondément touché par ses mots. D'ailleurs, ce blog, elle va l'écrire pendant 4 ans et après ça, eh bien, elle va décider que oui, ce blog l'avait beaucoup aidée, mais elle a décidé d'en faire un roman. Ce roman, eh bien, il racontera la mort de son mari, son deuil, mais aussi comment elle a réussi à s'en sortir. Il est sorti en 2015 et le titre français est « Quand les mauvaises choses arrivent dans de bons bikinis ». C'est d'ailleurs le dernier livre qu'elle sortira avant sa mort. Mais avant ça, revenons un petit peu en arrière. Donc, John, le mari d'Hélène, est mort en février 2011. Et je pense qu'Hélène a ouvert son blog juste après. Par la suite, 8 mois plus tard à peu près, en octobre 2011, Hélène a fait la rencontre d'un homme par l'intermédiaire de son blog. Cet homme s'appelait Ian Stewart, il avait 56 ans et était ingénieur qui était à présent sans emploi à cause de problèmes de santé. Il avait en fait pris la décision de contacter Hélène via son blog parce que lui aussi était en plein deuil. Sa femme, Diane Stewart, était en fait décédée l'année précédente et il avait eu beaucoup de mal à s'en remettre. Il s'était alors beaucoup reconnu dans tout ce que Hélène avait écrit et c'est comme ça qu'il avait eu le courage de la contacter parce qu'il savait qu'elle vivait la même chose que lui. Rapidement, ils se sont alors mis à parler ensemble et ils se sont vraiment soutenus mutuellement. Et c'est vrai qu'en quelques mois, eh bien, ils se sont pas mal rapprochés. Ils se sont vus de plus en plus souvent et au bout d'un moment, eh bien, ils ont décidé de sortir ensemble. Leur relation s'est vite concrétisée et ils ont fini par se fiancer. Et par la suite, ils ont décidé d'emménager ensemble et se sont installés dans une belle maison de 1,2 million de livres sterling qui était bien à l'abri des regards dans la ville de Royston, dans le comté du Hertfordshire. Là-bas, le couple vivait ensemble, mais également avec les 2 fils que Ian avait eus avec son ex-épouse, qui s'appelait Jamie et Oliver, mais aussi avec Boris, le chien d'Hélène, qui était un petit teckel qu'elle avait adopté lorsque John, son mari, était toujours vivant. D'ailleurs, il faut vraiment se dire que Hélène et son teckel, ils étaient vraiment indissociables. Il y avait plein d'interviews qu'elle faisait avec son chien, on les connaissait vraiment les deux ensemble. Et c'est vrai que pour elle, eh bien, ce chien, c'était aussi le souvenir de son mari, c'était eux deux qui l'avaient adopté ensemble, donc c'est pour ça aussi qu'il était si important pour elle. Mais bon, en tout cas, tout ça semblait être une très bonne façon de prendre un nouveau départ et Hélène et Ian semblaient vraiment retrouver le bonheur l'un avec l'autre.
Pendant plusieurs années, ils ont alors vraiment tenté de se reconstruire une vie heureuse, mais encore une fois, tout va venir s'effondrer au mois d'avril 2016. À présent, plongeons-nous alors dans la journée du 15 avril 2016. Vers 16 h, les secours vont recevoir un appel de Yann qui dira que sa fiancée, Hélène, semblait avoir disparu. Yann expliquera également qu'il n'avait pas eu de ses nouvelles depuis 4 jours, c'est-à-dire depuis le lundi 11 avril. Là, au cours de l'appel, l'opératrice va demander à Yann quelques questions de base par rapport à Hélène, donc sa future femme, et bizarrement, Yann ne saura pas répondre à toutes ces questions. Par exemple, il se rappelait plus de quelle couleur étaient ses yeux, il connaissait pas non plus sa date de naissance et il n'avait pas son numéro de téléphone, ce qui tout de même a surpris l'opératrice parce que, comme je le redis, Hélène était sa future épouse et donc il était censé savoir tout ça. Bon, mis à part ça, Yann va aussi dire à l'opératrice au téléphone qu'il ne s'était pas inquiété avant parce que le lundi 11 avril, avant de disparaître, Hélène avait laissé un petit mot. Yann expliquera alors que sur ce petit bout de papier, Hélène avait écrit qu'elle avait besoin d'espace et de temps seule et qu'elle allait rester dans leur résidence secondaire à Broadster pendant un petit moment. De plus, elle avait demandé sur ce mot à ce que personne n'essaye de la contacter d'ici son retour. Yann avait donc attendu patiemment qu'elle revienne et il précisera également qu'Hélène était partie avec Boris, son chien, et que donc au final, il s'était pas inquiété plus que ça au début. Il dira d'ailleurs qu'il comprenait et qu'il respectait le fait qu'elle puisse aller mal et qu'il avait alors voulu lui laisser un peu d'espace. Yann expliquera également que la maison d'Hélène au bord de mer à Broadster était l'endroit où elle allait souvent pour s'échapper. C'était clairement pas quelque chose de nouveau, elle y allait de temps en temps et c'était vraiment un endroit tranquille où elle pouvait écrire et trouver du temps pour elle-même. Mais bon, il dira que maintenant ça faisait un moment qu'elle était partie, qu'il n'avait pas de nouvelles et évidemment il avait commencé à s'inquiéter. On apprendra aussi que depuis son départ, le téléphone d'Hélène semblait être éteint parce que lorsqu'on l'appelait, on tombait directement sur son répondeur. Aussi, les amis d'Hélène s'inquiétaient de plus en plus et c'est donc suite à tout ça que Yann avait été un petit peu mis sous pression pour appeler la police. Donc là, les enquêteurs vont quand même trouver cette affaire assez étrange et dans un premier temps, ils vont interroger les amis et les proches d'Hélène. Tous vont alors confirmer que oui, c'était assez régulier que Hélène veuille s'échapper un petit peu et qu'elle aille dans sa maison à Broadster. Par contre, ce qui était un peu plus inhabituel, c'était qu'elle parte sans en parler à personne et encore moins à Yann, son fiancé. Les voisins du couple aussi vont être interrogés et ils diront qu'ils s'étaient inquiétés parce que régulièrement pendant la journée, ils voyaient Hélène passer dans le quartier en train de promener son chien et là, ça faisait quelques jours qu'ils ne l'avaient plus vue. Les enquêteurs demanderont également au voisinage quand est-ce qu'ils avaient vu Hélène pour la dernière fois en train de promener son chien et ils confirmeront que c'était le lundi 11 avril, donc comme l'avait dit Yann, son fiancé. Les enquêteurs vont également se rendre dans la maison que Yann partageait avec Hélène et ils vont interroger Yann. Il répétera alors aux enquêteurs ce qu'il avait dit au téléphone, mais les agents sur place vont tout de même être un petit peu dérangés par le comportement de Yann. Ils noteront qu'il n'avait pas vraiment l'air bouleversé par la disparition de sa fiancée et qu'il avait même l'air un petit peu ennuyé par l'entretien. Mais bon, les enquêteurs avaient rien contre lui et Yann lui-même va nier toute implication dans la disparition d'Hélène. Donc au final, les enquêteurs n'ont rien pu faire contre lui et ils vont tout simplement continuer leurs recherches de leur côté. Ils vont alors décider de se rendre dans la ville de Broadster, donc là où Hélène était censée se trouver. Bon, on s'en doute, mais les enquêteurs ont fouillé sa maison sur la plage et elle ne se trouvait pas à l'intérieur. Par contre, tout de même, les autorités vont chercher après le moindre indice, la moindre chose qui pourrait leur montrer qu'elle s'était bel et bien rendue à cet endroit dans les jours précédents. Et là, au final, ils vont trouver quelque chose de très intéressant. En fait, ils vont décider d'analyser la box du Wi-Fi pour savoir si un appareil s'était récemment connecté au Wi-Fi. C'est là qu'ils vont voir que le samedi 16 avril, le téléphone d'Hélène s'était connecté au Wi-Fi de sa maison à Broadster. Donc on avait la preuve que elle, ou en tout cas son téléphone, s'était bel et bien rendu là. J'ai peur que vous soyez un petit peu perdus, donc je vous refais vite fait une ligne du temps. Donc le lundi 11 avril, Hélène est, selon Yann, son fiancé, partie pour Broadster. Ensuite, Yann a signalé sa disparition le vendredi 15 avril. Par contre, le seul jour où le téléphone d'Hélène s'est connecté au Wi-Fi de la maison à Broadster, c'est le samedi 16 avril, soit le lendemain. C'est donc très étrange, mais au moins pour les enquêteurs, il y a un espoir que Hélène aille bien et que peut-être même elle se trouve toujours dans la ville de Broadster.
Suite à ça, eh bien, les enquêteurs vont décider d'analyser chaque transaction bancaire qu'avait fait Hélène pour essayer de voir si elle avait touché à ses comptes récemment. Et là, encore une fois, ils vont faire une assez grosse découverte. On va en fait apprendre que sur le compte personnel d'Hélène, il y avait depuis des mois un ordre de paiement permanent vers le compte de Yann. Cet ordre permanent était de 600 livres sterling. Bon, je sais pas exactement pourquoi elle lui envoyait 600 livres sterling par mois, mais bon, elle avait quand même pas mal d'argent, donc peut-être que c'était pour l'aider lui financièrement. Donc pour le moment, rien à signaler. Mais là, les enquêteurs vont se rendre compte que cet ordre de paiement avait récemment changé. En fait, pendant la période où Hélène était portée disparue, elle avait changé cet ordre de paiement et avait augmenté la somme. Elle passait de 600 livres sterling par mois qu'elle envoyait à Yann à 4000 livres sterling par mois. C'est quand même une très grosse différence et c'est à se demander pourquoi d'un coup, pendant que tout le monde la recherchait, elle a décidé de donner plus d'argent à Yann. Mais ce n'est pas tout, les enquêteurs vont aussi se rendre compte que sa carte avait été utilisée pour renouveler un abonnement pour aller voir des matchs de l'équipe de foot Arsenal. Cet abonnement coûtait 3000 livres sterling. À partir de là, on saura donc que quelqu'un avait accès à son argent. Ça pouvait effectivement être Hélène, mais ça pouvait aussi être une autre personne qui s'était emparée de ses comptes bancaires. Bon, là, les enquêteurs sont pas bêtes et ils vont évidemment se dire que c'est sans doute pas Hélène qui va payer une si grosse somme d'argent pour un club de foot, elle était même pas fan de football, donc ça veut dire que quelqu'un d'autre utilise sa carte. Avec ça, les enquêteurs vont alors d'autant plus être convaincus que Yann, le fiancé, était le suspect principal dans cette affaire. Les autorités vont alors tenter d'à nouveau l'interroger pour essayer de le coincer. Leur but était évidemment d'avoir assez d'éléments contre lui pour arriver à l'arrêter, donc pour ça, ils se sont à nouveau rendus à son domicile. Une fois chez lui, ils vont se rendre compte qu'il n'était pas là et en se renseignant, ils vont apprendre que Yann était en fait parti en Espagne. En fait, quelques semaines avant la disparition d'Hélène, le couple avait prévu de se payer des vacances luxueuses en Espagne. Ce voyage était prévu pour fin avril, début juin à peu près, donc après qu'Hélène ait disparu. C'est là que la date du voyage était arrivée et évidemment, Hélène n'avait toujours pas été retrouvée. Du coup, au lieu de rester et d'aider à rechercher sa fiancée, Yann avait décidé de tout de même partir en vacances sans elle. Bon, c'était 2 semaines de vacances, il n'a pas fouillé le pays pour toujours, mais quand même c'est assez dingue de se dire je pars quand même en vacances alors que ma femme est peut-être morte quelque part, il n'en sait rien. Quand même, ça le rend encore plus suspect. Au final, il a quand même fallu 3 mois d'enquête pour qu'enfin les autorités réussissent à arrêter Yann. C'était le 11 juillet 2016, un petit peu avant 7 h du matin. La police est alors arrivée au domicile de Yann dans sa maison qu'il partageait avec Hélène et ils ont procédé à son arrestation. Yann a alors été placé en garde à vue et enfin, une perquisition à l'intérieur du domicile du couple a pu avoir lieu. Et c'est là que l'histoire va prendre un tout nouveau tournant, vous allez voir. Les équipes médico-légales ont alors été envoyées sur place et elles ont commencé à fouiller dans le jardin. Ils ont creusé, ils ont retourné la terre, ils ont aussi regardé sous la terrasse, mais aussi dans la piscine, sur les bords de la piscine. Vraiment, ils ont voulu voir si le corps d'Hélène n'était pas enterré quelque part. Il faut savoir qu'en parallèle, une autre équipe d'enquêteurs a été envoyée à la maison d'Hélène à Broadstairs pour pouvoir regarder et essayer de trouver des indices. Des indices ou même un corps, parce que évidemment, là, on se rendait compte qu'Hélène n'allait pas réapparaître et que sans doute, elle était décédée. La suite se passe le 15 juillet 2016, donc 3 jours après le début des fouilles. L'équipe médico-légale qui fouillait la maison du couple située à Royston va alors avoir l'idée de regarder dans la fosse septique sous la maison. Lorsqu'ils vont arriver au niveau du garage, ils vont alors faire une triste et macabre découverte. Le corps d'Hélène, en pleine décomposition, y était alors allongé et à côté d'elle se trouvait également le petit corps de Boris, son chien, et à côté de lui, il y avait d'ailleurs un petit jouet pour chien. Suite à ça, cette affaire est alors devenue une enquête pour meurtre. Le corps d'Hélène va ensuite être envoyé auprès d'un médecin légiste qui va déterminer que la cause du décès était l'étouffement. Alors l'étouffement c'est assez large, mais de l'eau a été retrouvée dans ses poumons, donc on pense qu'elle aurait été noyée, qu'elle aurait étouffé dans de l'eau ou quelque chose comme ça. De plus, en faisant un test toxicologique, on retrouvera dans son sang un médicament appelé Zopiclone. Le Zopiclone est en fait un médicament pour aider à dormir. Les enquêteurs vont d'ailleurs constater que Yann souffrait d'insomnie et qu'un médecin lui avait prescrit un médicament justement pour l'aider à s'endormir.
Ce médicament, eh bien c'était le Zopiclone. Vous allez voir, on va y revenir, mais ça laissait présager qu'Hélène aurait pu être droguée. Mis à part ça, malheureusement, on n'a pas su déterminer si Hélène était déjà décédée au moment où elle a été mise dans la fosse septique ou si elle est décédée dans cette fosse septique, mais vous allez voir, les enquêteurs avaient quand même leur petite idée de ce qui a bien pu se passer. Selon eux, Yann aurait donc donné pas mal de ses pilules pour dormir à Hélène pour qu'elle soit inconsciente et une fois endormie, eh bien il l'aurait déposée dans la fosse septique. Ensuite, on peut donc imaginer qu'elle se serait noyée dans l'eau stagnante sans même se réveiller. Un vétérinaire va également procéder à l'autopsie du corps de Boris, le petit chien d'Hélène, mais malheureusement, il n'a pas été en mesure de déterminer la cause du décès. Par contre, son sang a été analysé et le vétérinaire sera en mesure de dire qu'il n'avait pas été drogué au cachet pour dormir. On ne sait donc pas comment il est décédé, mais il est fort possible que lui aussi ait été jeté dans la fosse septique vivant et qu'il soit mort noyé. En parallèle, Yann a lui décidé de plaider non coupable et son procès a alors débuté au mois de janvier 2017. De son côté, l'accusation a décidé d'accuser Yann d'avoir secrètement drogué Hélène avec ses somnifères pendant plusieurs mois avant de l'étouffer et de la jeter dans la fosse septique. D'ailleurs, un des premiers témoins au procès sera le frère d'Hélène qui va venir expliquer quelque chose de glaçant. Il dira que lors de sa seule visite au domicile de sa sœur et Yann, il se rappelle qu'Hélène avait plaisanté sur le fait que la fosse septique du garage était un très bon endroit pour cacher un corps. Il précisera d'ailleurs qu'elle avait fait cette remarque juste à côté de Yann, sous-entendant donc que Hélène elle-même aurait pu donner cette idée macabre à son fiancé. L'accusation va ensuite révéler une autre chose totalement folle. On apprendra que dans l'après-midi du 11 avril, donc le jour où soi-disant Hélène serait partie à Broadstairs sans prévenir personne, Yann aurait utilisé une procuration écrite de la main d'Hélène, soi-disant, pour essayer de vendre un de ses appartements. Bon, là on se dit quand même que cette procuration a sans doute été créée de toutes pièces par Yann pour essayer de vendre un appartement qui appartenait à sa fiancée pour sans doute essayer de se faire un peu d'argent. Mais en tout cas, cette journée du lundi 11 avril, Yann a été jusqu'à rencontrer l'avocat chargé de la vente et lui a montré cette procuration en disant qu'Hélène était trop malade pour assister au rendez-vous en personne. Clairement, rien que ça laissait présager que le mobile du crime semblait être l'argent. Je veux dire, dans tous les cas, si ta femme décide de partir en laissant juste un mot, d'où tu fais une procuration pour aller vendre un de ses appartements le jour même, tout en disant qu'elle est trop malade pour venir alors que tu sais qu'elle est partie. Enfin, je veux dire, rien ne tient dans cette histoire. Surtout que depuis le début, tout semble tourner autour de l'argent. Pendant la disparition d'Hélène, elle a fait un ordre permanent à Yann de 4000 livres sterling. Elle a acheté un abonnement à un club de foot de 3000 livres sterling. Et si on ajoute à ça cette vente d'appartement, eh bien clairement, on peut déterminer que le mobile du crime est l'argent. Mais si vous n'êtes pas encore convaincu, il y a encore d'autres choses. Le jury va en fait apprendre que sur le testament d'Hélène, eh bien Yann était son seul successeur et donc à sa mort, il devait hériter de sa fortune de 3,4 millions de livres sterling. Mais on va également apprendre qu'Hélène avait une très grosse assurance vie et là encore, celui qui devait en bénéficier à sa mort était Yann. Mais à présent, revenons-en à cette histoire de somnifères. La mère d'Hélène va venir à la barre et elle va témoigner à son tour et elle expliquera qu'un petit peu avant sa mort, Hélène lui avait dit qu'elle se sentait fatiguée en permanence. D'ailleurs, ça l'inquiétait un petit peu, elle se disait qu'elle avait peut-être un problème de santé parce que vraiment c'était une fatigue excessive tout le temps. Ça vient donc évidemment confirmer le fait que Yann la droguait avec ses cachets pour dormir. On pense d'ailleurs qu'il l'a droguée pendant des semaines vu que la mère d'Hélène a dit que cette fatigue, eh bien Hélène a commencé à la ressentir plusieurs semaines avant son décès. De plus, on va retrouver l'ordinateur d'Hélène, on va fouiller son historique et on va voir qu'elle avait fait cette recherche. Je suis tellement fatiguée, je m'endors au travail et puis une autre, je m'endors l'après-midi. Prouvant encore une fois qu'elle semblait bel et bien droguée au cachet pour dormir. Bon, ok, maintenant parlons de Yann et de sa défense qui était totalement désastreuse. Je pense que là, il a essayé de tenter le tout pour le tout et il a inventé une histoire totalement folle. Cette fois-ci, il va raconter que le lundi 11 avril 2016, donc jour où Hélène a disparu, eh bien en fait, Hélène et son chien se seraient fait kidnapper par deux hommes qui s'appelaient selon Yann Nick
et Joe. Yann va ensuite expliquer qu'il n'en avait pas parlé à la police avant ça parce que les kidnappeurs lui avaient dit de se taire, sinon il tuerait Hélène. Toujours selon Yann, il lui avait ensuite exigé une rançon de 500 000 livres sterling et sans ça, les ravisseurs auraient tué Hélène. D'ailleurs, Yann va expliquer que s'il a essayé de vendre un des appartements d'Hélène, c'était pour payer cette caution, c'était pour que Hélène puisse être libérée et qu'elle soit saine et sauve. Yann va aussi dire que s'il a décidé d'appeler la police le vendredi 15 avril, c'est parce que ce jour-là, eh bien, il aurait eu Hélène au téléphone pour la dernière fois. Ce jour-là, il lui aurait en fait parlé via le téléphone de Nick ou de Joe, un des deux kidnappeurs, et il aurait entendu que Hélène n'allait pas bien du tout. C'est suite à ça qu'il aurait pris la décision d'appeler la police, mais sans leur dire qu'Hélène était kidnappée, parce que tout de même, il avait peur que les deux hommes la tuent à cause de ça. Bon, c'est une histoire complètement folle, mais évidemment, personne ne va y croire. Là, c'est une partie que je trouve, je dirais, un petit peu drôle dans le procès parce que l'accusation va retrouver Nick et Joe. En fait, il faut savoir que Yann avait donné une description physique des deux kidnappeurs et on va retrouver dans ses amis un certain Nick Cook qui était en fait son voisin qui ressemblait physiquement à la description que Yann avait donnée du ravisseur. Pour ce qui est de l'autre ravisseur, Joe, eh bien, on va retrouver un ancien ami de Yann qui s'appelle Joe Sipuyo qui lui aussi, eh bien, correspond à la description qu'il avait donnée. Joe et Nick vont alors être emmenés au tribunal, on va les mettre devant Yann et on va dire voilà, il s'appelle Joe, il s'appelle Nick, il ressemble clairement à la description physique que tu as donnée des ravisseurs. Est-ce que c'est eux qui ont kidnappé ta femme et son chien? Là, je pense que Yann va se retrouver un petit peu coincé parce que je pense que quand il a inventé cette histoire, eh bien, il s'est mis en tête le physique et le nom de ses deux amis, mais évidemment, eux n'avaient rien à voir avec l'histoire. Donc, il va simplement dire que non, c'est pas eux, qu'ils ne ressemblent absolument pas aux deux ravisseurs de sa femme et que l'accusation s'est complètement trompée sur leur compte. Clairement, on va juste voir Yann se décomposer, ne plus du tout assumer son histoire et essayer de se dédouaner le plus possible. Bon, heureusement, à la fin, Nick et Joe ont été libérés, ils n'ont pas du tout été arrêtés ou quoi que ce soit, mais ça a fait dire au jury que cette histoire était bel et bien fausse. Au final, d'autres personnes seront appelées à la barre pour témoigner contre Yann et d'ailleurs les membres de l'ancien club de pétanque de Yann vont venir expliquer à quel point il semblait obsédé par l'argent et à quel point chaque centime semblait compter pour lui. Il refusait de participer financièrement aux cadeaux pour les anniversaires des membres de l'équipe, il refusait de payer le thé ou il refusait de payer des rénovations dans son club qui lui semblaient inutiles. Il était vraiment toujours là à compter son argent et donc selon ses amis, ses collègues de club, c'était une personne très radine. De plus, le détective en chef qui s'est occupé de l'enquête va témoigner à son tour et il dira qu'au vu de l'enquête, de toutes les interactions qu'il a pu avoir avec Yann, il le qualifierait de personne narcissique, avare et méchante. Au final, le 22 février 2017, le jury a déclaré Yann Stewart coupable du meurtre d'Hélène Bailey. Il n'a jamais reconnu son geste, mais clairement, tout pointait vers lui. Le lendemain, le juge l'a alors condamné à une peine de prison à perpétuité avec une libération conditionnelle possible après 34 ans d'incarcération. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, cette affaire ne termine jamais parce que clairement, on va découvrir une nouvelle chose dans tout ça. En fait, après la condamnation de Yann, les enquêteurs vont commencer à se dire que peut-être Diane Stewart, sa première épouse, qui était donc décédée un petit peu avant qu'il rencontre Hélène, avait peut-être elle aussi été assassinée. Son décès avait eu lieu en 2010 et à la base, sa mort avait été qualifiée comme une mort naturelle due à des problèmes d'épilepsie. Mais à présent, les enquêteurs ont décidé de réexaminer ce cas. Déjà, on va apprendre qu'après la mort de Diane, Yann avait touché 398 761 livres sterling de son assurance vie et de sa succession. De plus, les deux fils de Yann et Diane avaient reçu 185 000 livres sterling de la succession. En soi, ça prouvait pas vraiment que Yann l'avait tué, mais c'est vrai qu'encore une fois, on parle de grosses sommes d'argent. Yann va alors être interrogé par rapport à la mort de Diane et il dira que le jour de sa mort, il était parti faire des courses dans un magasin et que lorsqu'il était rentré à la maison, il avait retrouvé sa femme étendue sur le sol. La police va alors retrouver l'enregistrement de l'appel téléphonique que Yann avait passé au secours ce jour-là. Dans cet appel, eh bien, Yann va directement dire au téléphone que sa femme semblait être morte à cause d'une crise d'épilepsie.
Ça donne donc déjà l'impression que Yann avait fabriqué un récit de toutes pièces et que dès le début, il avait dit et redit que la mort était due à l'épilepsie. Ce qui ne va rien arranger dans cette histoire, c'est que en interrogeant certaines personnes, on va se rendre compte qu'à l'époque, dès que sa femme est décédée, eh bien Yann a insisté pour qu'elle se fasse incinérer. D'ailleurs, il a vraiment voulu qu'elle se fasse incinérer très rapidement, il a poussé pour que tout soit prêt le plus tôt possible. Et évidemment, une fois que le corps de Diane était incinéré, eh bien on ne pouvait pas faire d'autopsie complémentaire, on ne pouvait plus vérifier si la cause de la mort était bel et bien l'épilepsie ou non. Mais en tout cas, suite à cette nouvelle enquête, le 6 juillet 2020, Yann a été accusé du meurtre de Diane Stewart et donc encore une fois, il a comparu devant le tribunal. Il a encore une fois plaidé non coupable, mais là encore, toutes les preuves contre lui semblaient trop grandes. Le 9 février 2022, Yann a alors été à nouveau reconnu coupable, mais cette fois pour le meurtre de Diane, son ex-femme. Pour ça, il a alors été condamné à la prison à perpétuité, mais il n'a vraiment pas voulu se laisser faire et cette fois-ci, il a décidé de faire appel à la décision du juge. Suite à ça, eh bien, une nouvelle audience a eu lieu et sa peine a été réduite à la peine minimale de 35 ans d'incarcération pour le meurtre de Diane. Mais évidemment, n'oublions pas qu'il avait aussi reçu une peine pour le meurtre d'Hélène. Et voilà, c'est enfin maintenant que se termine cette histoire, mais donc on s'est rendu compte, grâce entre guillemets au meurtre d'Hélène, que Yann avait aussi tué Diane, sa première femme, ce qui est totalement dingue. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!